La totale dimanche, en voici le sommaire. Un expert se prononce sur les inondations. Il charge l'État, mais il n'épargne pas certains comportements, la pluie, le malheur des citadins, le bonheur des paysans. Nous recevrons notre confrère El Haji Samba Thiam, directeur de la rédaction du journal Critique. Covid et personnes âgées, les retraités parlent de leur quotidien face à la pandémie du coronavirus. Mamadou Ndiaye s'entretiendra avec Marie Diouf, un retraité très actif et ancien cadre au ministère de la fonction publique. Bouillon culture, la culture est très mal en point, la Covid-19 est passée par là, Daniel Sorano ne vit presque plus. Nous le verrons avec Boubacar Dian. Ailleurs à candidature du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat dans son pays, les Ivoiriens du Sénégal en débattent devant la caméra d'ITV. Tranche de vie, la vie peu enviable d'une sinistrée des inondations. Mariama Bop et les siens ont été chassés de leur maison. Ils vivotent sous une bâche. Dans l'univers des animaux, la chèvre, ce dimanche, un animal volubile mais très malin, Kessendour sera au rendez-vous. Enfin, Ndei Nancy Diouf vous donnera des conseils pratiques pour passer une bonne semaine. Bonne semaine, bonne humeur, c'est la nouvelle rubrique de la Totale dimanche. Bienvenue. Une forte pluie et bonjour les dégâts. Vous le savez, le résultat, ce sont les inondations qui affectent plusieurs villes et villages du Sénégal. Le malheur des uns, les citadins, fait le bonheur des paysans. Mais une agriculture sénégalaise qui peine encore à maîtriser l'eau, mais aussi qui reste fortement dépendante de la pluviométrie. C'est un reportage de Abdourahmane Ly que nous suivons tout de suite. L'activité agricole au Sénégal dépend principalement des précipitations, ce qui fait dire à cet agronome que les pluies du week-end dernier sont de bon augure. La situation pluviométrique sur la presque totalité des stations est excédentaire, ce qui globalement est une bonne chose. Pour un agriculteur, le fait d'avoir de l'eau, l'eau est un élément vital pour les plantes et pour les animaux, évidemment les animaux au premier rang desquels les hommes. Et donc cette situation excédentaire est évidemment une bonne chose. C'est surtout quand cette agriculture est une agriculture pluviale, c'est-à-dire qui dépend de l'eau pour vivre ou survivre. Donc cette situation que nous connaissons cette année est une situation qui est en majorité bénéfique pour la majeure partie des cultures. En zone urbaine cependant, c'est l'inondation, un envahissement des eaux, notamment dans la banlieue de Dakar, qui est imputable à l'État tout comme à l'homme, selon l'expert en urbanisme. Nous sommes en train de détruire notre planète, ce qui entraîne un réchauffement climatique, d'où des phénomènes météorologiques exceptionnels. Mais mis à part cela, il y a l'aménagement du territoire qui n'a pas été fait de façon à prévenir la densité qu'on connaît dans les grandes villes. Parce que Dakar, 0,3% seulement du territoire concentre 30% de la population du pays et 80% de l'activité économique. Ce qui fait que la région de Dakar est très densément occupée. Et cette occupation s'est faite de façon anarchique. Des installations anarchiques, comme sur des zones humides ou non édificantes, ce fait bloque la circulation de l'eau. Et c'est à ce stade que la responsabilité des promoteurs immobiliers est engagée. Les promoteurs immobiliers y ont joué un grand rôle parce que quand on parle de lotissement, un lotissement doit obéir à un certain nombre de règles. Les parcelles que l'on rend doivent être viabilisées. Et quand on parle de viabiliser, on parle vers des voiries et réseaux divers. Lesquelles voiries et réseaux divers doivent prévoir l'adduction d'eau potable, le réseau d'électricité, mais aussi le réseau d'assainissement, qui est même à la base. Malheureusement, les promoteurs immobiliers font des lotissements sans réseau d'assainissement. Et à côté de veiller à ce que la population ne s'installe pas sur ces zones humides, l'urbaniste propose une restructuration urbaine pour solutionner ce calvaire, et ceci à long terme. Une des solutions pourrait consister à faire ce qu'on appelle la restructuration urbaine de ces quartiers. C'est-à-dire on déménage une partie de la population, surtout celle qui occupe les zones
les zones humides où l'eau est censée stagner. Donc on déplace ces populations, on les reloge et de ces zones, on en fait des bassins de rétention. On dédensifie également pour faire des canaux de drainage. Donc ça, c'est vraiment l'une des solutions qui pourrait être durable. Une eau qui, par ailleurs, en zone rurale, peut beaucoup servir à ne plus dépendre de la pluie pour la culture. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de l'eau. Il faut donc que nous travaillions sur une durée plus longue. Et pour ça, nous avons besoin de continuer à apporter de l'eau à la plante, alors que Dieu a fermé les vannes. Donc il faut trouver de l'eau, soit en surface, les lacs, les rivières et consorts, soit de manière souterraine, où on peut faire des puits, des forages, pour prendre cette eau et l'amener à la plante. Une maîtrise de l'eau qui doit être combinée à la maîtrise de l'énergie, renseigne l'expert. Notre invité pour prolonger le débat est El Hadji Samba Thiam, directeur de la rédaction du quotidien Critique. Bonsoir. Bonsoir Mamadou. Comment votre journal couvre ces inondations? Pratiquement, merci d'abord Mamadou de cette invitation. Ça nous permet de parler à vos auditeurs, vos téléspectateurs. On n'a pas réinventé la roue. Hein. Certes, c'est vrai, comme tous les secteurs, on a été un peu surpris par ce qui est arrivé avec la forte pluviométrie de ce week-end dernier, mais on a simplement fait comme tous les autres journaux, recouper les quantités de pluie à travers le pays, essayer de rendre compte de la manière la plus objective de l'impact que ces fortes pluies-là ont eu sur les populations. Nous avons surtout, au niveau des critiques, insisté sur le fait que, à la limite, c'est de la désolation pour les populations sénégalaises. 8 ans après le plan décennal qui a été lancé en fanfare par le chef de l'État et pour lequel, le plan sur lequel le chef de l'État, 4 ans après, a clamé haut et fort vraiment ses satisfactions. Donc c'est à ce niveau-là qu'on s'est un peu interrogé quand on a vu sur place, que ce soit à Keur Massar, permettez-moi de citer d'autres contrées du pays, hein, parce que là c'est à Dakar, c'est facile de montrer les images de la banlieue, mais c'est tout le pays qui a été impacté par ces fortes pluies-là et on a senti, mais vraiment, de la désolation au niveau des populations sinistrées. Justement, vous avez rencontré ces populations. Elles s'interrogent aussi sur l'argent qui a été investi pour faire face à ces inondations. La querelle des hommes politiques est simplement, Mamadou, l'écho de la plainte de ces populations-là. Parce qu'en fait, depuis 2 ou 3 jours, c'est la querelle sur les chiffres. Hein. On est en train de parler de 750 aujourd'hui, 767 aujourd'hui, 765, ouais. Mais vraiment, c'est la querelle des chiffres. Pendant ce temps-là, on parle de milliards. Pendant ce temps-là, les populations impactées sont encore dans les eaux. Maintenant, je peux comprendre, comme certains Sénégalais, c'est vrai que l'écho qu'en font certains hommes politiques n'est pas le même souci que pour ces populations impactées. Ces populations-là attendent d'être secourues, d'être sorties des eaux. Alors que c'est vrai, pour certains hommes politiques, c'est simplement un fonds de commerce et c'est désolant. Ouais. Je dis c'est tellement désolant que dans nos pays, vraiment à ce niveau-là, le monde, on est au 21e, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on vous dira, ils vous disent, les hommes du pouvoir, que c'est un phénomène international, oui. Que tout le monde est impacté. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce pouvoir-là avait fait nourrir beaucoup d'espoir pour les Sénégalais. Et dès qu'il est arrivé, le chef de l'État, oui. Ça a été l'un de ses premiers chantiers, mais de s'attaquer aux inondations. 8 ans après, la désolation est là. Et c'est là où ça fait vraiment mal pour les populations. Alors, vous relevez un chassé-croisé sur le terrain des inondations entre les hommes politiques, du pouvoir et de l'opposition. Vous craignez que cette querelle politique, voire politicienne, finalement, cache les véritables problèmes des populations qui sont en train de vivre ces inondations? De toutes les manières, c'est le jeu favori des hommes politiques, hein, de jouir de la souffrance des populations, de jouir, j'utilise le mot, de tirer des prébendes de la difficulté des populations. Dans le cas de figure, qui sont ces hommes politiques-là qui sont allés en banlieue? Et pour quel genre de discours? Je suis désolé, ils doivent y aller. Mais d'abord, oui, justement, ils doivent y aller, parce que c'est des hommes politiques. D'abord, mais où sont les parlementaires? Parce qu'avant que ce soit des chefs de parti, des présidentiables, des hommes politiques d'envergure, où sont
les députés du peuple qui devraient être, je crois, et c'est mon avis, d'abord sur place. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit, Mamadou? Ce sont des gens qui vont avec des caméras, qui vont accompagner de leur presse à eux, qui vont surtout pour récolter les dividendes politiques. Alors que mais est-ce que les populations sont naïves? Ben, j'ai lu quelque part, ou j'ai entendu lui dire quelque part que ce sont ces mêmes populations-là qui ont voté pour le régime qui sont en train de souffrir avec les autres. Pour vous dire que je crois que maintenant, les populations doivent se réveiller. De toute façon, il faudra voter pour quelqu'un. De toutes les Ainsi va la démocratie. Ouais, ben les choix, oui. Maintenant les choix, Oui. Il faut que les populations à la base Oui. impulsent les choix au niveau de nos autorités. Que l'on dise, le terre, on en a besoin, Mamadou, c'est vrai. Mais avant le terre, on a besoin d'en finir avec les inondations. C'est des questions de priorité. Malheureusement, chez nous, parce que quelques de vos invités le disent souvent que les inondations, ça ne paye pas bien, c'est très ingrat comme investissement, mais c'est ça qui impacte sur la vie des populations. Quand c'est des investissements grandioses qui ne parviennent pas à sortir de terre, je suis désolé, pendant ce temps-là, les populations sont en train de mourir. Alors, vous avez parlé de l'Assemblée nationale, justement. L'Assemblée qui s'est saisie de la question avec une séance d'explication du gouvernement devant les députés mardi. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? À mon avis, lavage à grande eau. Nous ne sommes pas, il ne faut pas que les gens soient amnésiques, Mamadou. Il y a quelque temps, c'était l'histoire des 94 milliards avec Mamadou Diallo. Oui, On est l'histoire. Il a fallu que l'Assemblée nationale orchestre une commission d'enquête parlementaire pour complètement blanchir Mamadou Diallo. Depuis lors, on n'en parle plus. Une commission d'enquête pour mieux enterrer les affaires. Vous avez crainte que cela se produise aussi? Pour un dossier de 94 milliards, on a eu besoin de faire une commission d'enquête parlementaire pour 700 et quelques, 776 milliards. Je crois qu'on n'a pas besoin d'une mission d'information. Vraiment, il faut aller au fond des choses. Les Sénégalais veulent savoir comment cet argent-là a été investi. Oui, mais peut-être que cette séance devant l'Assemblée sera une occasion. Je suis très sceptique. Ce qu'on nous a toujours montré au niveau de l'Assemblée, c'est toujours une opposition partisane. Ce n'est pas dans l'intérêt des populations. C'est toujours pour des prébendes que les hommes politiques, à travers la majorité mécanique, votent des lois. Les Sénégalais ne sont pas... Ce qu'on veut pour ces inondations-là, moi je préfère une commission d'enquête parlementaire mais indépendante où la société civile, les sachant, mais vraiment que des Sénégalais outillés viennent nous dire mais où est-ce que sont passées ces énormes sommes-là qui ont été citées. Maintenant, si ces sommes n'ont pas été dépensées, c'est clair. Où sont les techniciens des départements concernés qui doivent, dans un plateau de télévision, avec des chiffres, venir dire au Sénégal, voilà ce qu'on avait prévu, voilà en termes clairs ce qui a été investi, voilà ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, que les Sénégalais en sachent. Je crois que ce n'est pas... J'ai entendu quelques-uns dire que c'est des défis qui se lancent. Non, il n'y a pas de défis à se lancer. Il y a des urgences à régler. Il faut que les Sénégalais comprennent à savoir que les choses d'en bas ne doivent pas être piétinées et les gens ont été longuement piétinés. Très bien. Alors, on va se déplacer un peu la caméra. On était sur les villes. Mais il faut le dire, les inondations ici au Sénégal, c'est souvent un phénomène citadin. Parlons du monde rural, les bienfaits de la pluie. Est-ce qu'il ne faudrait pas également parfois situer le débat au niveau des bienfaits de la pluie, des bienfaits pour l'agriculture? Est-ce que vous êtes intéressé à cet aspect des choses? On va vraiment y réfléchir, mais j'ai juste un avis sur la question. Moi, je crois qu'il y a de l'espoir pour cette année-là, vraiment, avec les pluies. D'habitude, on dit que quand ça pleut, eh bien, alors c'est toujours un surplus pour l'agriculture et truc, mais il faudrait que les pluies ne dépassent pas un certain niveau. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est qu'en amont aussi, il faut que nos autorités travaillent à ce que, mais les pistes de production, tu sais, avec l'hivernage, tu veux produire, mais dans la distribution, il y a énormément de problèmes. Est-ce que les cultivateurs sont outillés dans la conservation des produits, s'il y en a assez et beaucoup? Est-ce qu'il y a énormément de problèmes que les gens doivent travailler en amont pour bénéficier, pour profiter de cette manne? Mais si on reste à attendre que ça se passe, je crois que ça ne peut pas aller. Mamadou, permettez-moi juste de placer un mot sur ça. C'est extrêmement important, parce qu'en fait, nous sommes dans un pays où c'est des secteurs qu'il ne faut pas négliger. Et je crois qu'à défaut d'orienter les fortes pluies vers la mer pour une presqu'île comme Dakar, on aurait pu
travaille à ce que ces eaux-là servent pour l'horticulture. Il y a les récupérer cette eau-là, la retravailler pour servir des populations, parce que toujours il y en a des populations qui souffrent de ce manque d'eau-là. Merci El Hadj Samba Thiam, vous êtes le directeur de la rédaction du quotidien Critique. Et Merci bonsoir chez vous. Merci à vous, bonsoir. La suite de la totale. Coin Éco s'intéresse au troisième âge face au nouveau coronavirus, à côté de la menace qui pèse sur les personnes âgées du fait de leur très grande vulnérabilité au dangereux virus. Il y a une dimension économique non négligeable. En temps normal, déjà, la pension de retraite ne suffit pas pour satisfaire les charges familiales. On imagine facilement l'accentuation des difficultés en cette période de pandémie de Covid-19. Mam Abdou Gaye Kassé et Seleman Diallo sont allés voir quelques retraités. Le reportage. Ils sont tous à la retraite. Ils habitent à la Médina, précisément la rue 22. Ces retraités sont durement impactés par la pandémie de Covid-19. Déjà, en période normale, ils avaient du mal à joindre les deux bouts avec de maigres pensions. Difficilement même, très difficile même. Les dépenses ne sont pas suffisantes. On n'arrive pas à nous satisfaire. Les pensions ne sont pas tellement suffisantes. Tu perçois peu et les affaires sont chères. Les denrées sont chères, tout est cher. Avec ces pensions très faibles. Nous vivons difficilement actuellement. Même sans la pandémie, on vit difficilement parce que les pensions ne sont pas suffisantes. Ce monsieur, employé de la Poste à la retraite, traverse des moments difficiles. Tout comme son ami, lui aussi pointe du doigt le même mal, le niveau des pensions qui se fait particulièrement ressentir en cette période de crise. L'appui de l'État en denrées aux familles démunies l'a à peine aidé. Nous sentons vraiment fatigués à cause du corona. Alors, le problème majeur, c'est l'insuffisance de nos pensions. Avant le Covid, jusqu'à ce jour, alors nous avons des problèmes financiers extraordinaires. Alors, heureusement que l'État nous a donné quelques rations concernant quelques denrées. Alors, à part ça, nous vivons comme d'habitude, avec rien que des problèmes. Après Médina, nous voilà à Bop. Cette personne du troisième âge y habite. Elle est à la retraite depuis plusieurs années maintenant. La situation de cette mère de famille ne fait pas exception à la règle qui s'applique à nos deux premiers interlocuteurs. Elle n'est pas épargnée par les méfaits économiques du coronavirus. Impact bi kay moom moo di rek li ñuy am ci retraite bi mënoo ci dund mënoo ci téye sa njaboot yaa ngi sonn te lii doon ñëw ci Sénégal pour ñu mën ci dimbali ko sax kenn gisatu ci dara. Ce que nous gagnons avec la retraite ne nous sert pas à grand-chose. Nous ne pouvons satisfaire tous nos besoins avec nos maigres pensions. Nous sommes fatigués. Nous avons du mal à nourrir nos familles et à nous soigner en cas de maladie. Avec la pandémie, l'aide que nous recevions, nous ne la voyons plus. En plus, le coût de la vie est cher. Mag ñi ak ñi amee seen njaboot war leen a dundal war leen a dëkkal war leen a faj. Son frère qui vit à l'étranger et qui lui venait en aide a coupé le robinet malgré lui. Le coronavirus ne l'a pas épargné lui non plus. Waaw, sama frère bi moo ma doon dimbale. C'est mon frère qui vit à l'étranger qui m'envoie de temps en temps de l'argent pour me soutenir. Maintenant qu'il est à la retraite, avec la crise qui frappe durement le monde, il ne peut plus m'envoyer cet appui financier. En plus de la dépense quotidienne, je dois payer l'eau et l'électricité. C'est difficile. Les temps sont durs pour ces personnes à la retraite. Elles sont financièrement impactées par la pandémie de Covid-19. Elles prient l'État de revoir à la hausse les pensions afin qu'elles puissent vivre décemment.
Le coin écho de la totale de ce dimanche 13 septembre 2020 reçoit Marie Diouf, un actif retraité ou un retraité actif, ancien directeur au ministère de la fonction publique. Les seniors ont le vent en poupe. Ils jouissent de leur droit à une retraite méritée mais refusent de se payer un lit de campagne pour voir le temps égrener son chapelet. Au contraire, ils se réinvestissent, se réinventent une vie nantie d'une solide expérience en se rendant utile à la société et aux entreprises. Grâce au progrès de la médecine, Mamadou Ndiaye, leur durée de vie se prolonge, leur santé s'améliore, n'est-ce pas, Monsieur Diouf? Alors, quid du coronavirus dont les plus âgés constituent la cible? Bonsoir les deux et c'est parti pour votre entretien. Bonsoir Mamadou, bonsoir M. Diouf. Bonsoir M. Ndiaye, bonsoir. Vous êtes un jeune retraité ou un retraité très jeune. Le Sénégal a besoin sans doute de ces personnes du troisième âge. D'abord, pour camper le décor, comment vit un retraité en 2020? Bon, la retraite, comme nous avons l'habitude de le dire, c'est la rupture de la fonction et qui est remplacée par une mise en position de retraite, mais qui est un statut. En réalité, le retraité va pouvoir poursuivre des activités. Mais avant, il s'agissait tout simplement de prendre un pliant et une natte. D'ailleurs, même à l'occasion du départ à la retraite, on vous offrait une natte pour vous permettre de prier. Oui. Alors que, en réalité, il faut aller vers l'activité, poursuivre l'activité. Parce que ceux qui ne poursuivent pas l'activité, ils vont basculer d'abord dans l'isolement, dans la psychose. Ils vont basculer aussi dans la pauvreté avec la pension parce qu'ils n'ont plus de solde ou de salaire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, un retraité il doit pouvoir se réinventer, se reconvertir pour devenir autre. Mais justement, quand on regarde aujourd'hui la cartographie des pays développés, ils se sont aperçus qu'en vérité, d'abord, les gens partent à la retraite, disons, très vigoureux. Donc, ils peuvent encore être utiles à la société et au pays. Mais en même temps, ils considèrent que ce sont ces gens qui ont amené les pays aux positions qu'ils occupent aujourd'hui. C'est-à-dire quand ils sont 3e, 4e de rang mondial. Certainement, ces gens qui peuvent aller à la retraite ont contribué donc à hisser la croissance, le niveau industriel, le positionnement peut-être géostratégique de ces pays-là. L'Allemagne, le Japon, la France, les États-Unis, le Canada et l'Australie éventuellement. Donc, ils ont considéré que les seniors doivent être réintroduits dans la production. À côté maintenant, on positionne les jeunes pour d'abord acquérir de l'expérience, voir comment les anciens travaillent. Et il y a donc une osmose entre ces générations-là pour permettre donc le passage du relais. Et comme vous venez de le dire, dans les pays développés, en Allemagne surtout, il y a la retraite différée. Oui. Vous allez au Japon, les retraités sont utilisés pour lutter contre la baisse de la productivité. Aux États-Unis, ils servent de conseillers partout, en fonction maintenant de leur capital expérientiel. Ils apportent beaucoup de choses. Et comme vous venez de le dire, c'est la valeur ajoutée qu'ils ont créée qui a positionné ces États au niveau du développement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut compter sur ces forces vives qui sont aujourd'hui, qui comptent dans le dispositif des ressources humaines. Parce qu'il serait quand même hasardeux ou dangereux de les laisser partir avec ce capital expérientiel. Et s'ils partent, les jeunes qui sont là, peut-être ils n'ont pas eu le temps de cheminer longtemps avec eux. Et les moins jeunes aussi, ce qui fait qu'ils peuvent avoir des difficultés pour garder au top ce niveau de valeur ajoutée et de développement. Et il faut maintenant les réinvestir dans le développement durable, les réinvestir dans les innovations parce qu'ils en ont les moyens. Et maintenant, le fait de les associer ensemble, ça va partir de politiques qu'on va mettre en place, politique de recrutement pour les jeunes et politique aussi de soutien, de maintien des seniors. Ce qui fait qu'en articulant ces deux politiques, leur harmonisation va leur permettre de vivre ensemble, de collaborer, et avec ce capital collaboration, ils pourront aller ensemble et ne pas se voir en chien de faïence. On a vu un peu que ça commence à l'université. Est-ce que vous pensez qu'il faut généraliser? Bon, en fait,
Même pour l'université, c'est vrai, ça fait un peu longtemps qu'on maintienne ces seniors, mais je crois que c'est partout dans les systèmes qu'il faut maintenir les seniors. À l'exception des secteurs de pénibilité, là où peut-être, bon voilà, avec la force de l'âge, sans doute, peut-être, voilà, la vivacité d'esprit n'est plus... Bon, pour la pénibilité, je crois que ce débat a été déjà réglé au Sénégal. Un texte a été sorti pour ça, pour voir les métiers qui sont en pénibilité. Et maintenant, ce qu'il importe de faire, c'est de réinvestir ces seniors, pas tous quand même, parce qu'on ne peut pas tous les conserver, mais il y a quand même des figures illustres qui ont donné leurs preuves et qui ont fait qu'on peut continuer de compter sur eux pour qu'ils puissent transmettre cet héritage-là qu'ils ont reçu de leurs anciens aussi, aux générations montantes. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre justement des anciens, des seniors comme on dit, pour qu'il n'y ait pas de conflit de génération avec les jeunes, mais qu'il n'y ait pas également en face un péril jeune, parce que peut-être les jeunes également ont envie de dire, bon, sortons les sortants, parce qu'après tout, il faut de la place pour les jeunes. Bon, en fait, de notre âge, on parlait de crise entre les jeunes et les adultes. Ce conflit de génération n'existe plus. Aujourd'hui, avec les politiques dont je viens de faire état, il faut tout simplement mettre en place des systèmes cohérents qui puissent faire cohabiter les jeunes. Parce que toute société, pour fonctionner correctement, a besoin de toutes les générations. Et c'est maintenant le travail de ces générations-là qui va produire les effets pour le développement et pour leur permettre de travailler ensemble en harmonie. Mais il ne faut pas voir les jeunes comme péril ou les anciens comme péril, parce que le jeune peut constituer une menace pour l'adulte, mais l'adulte aussi peut constituer une menace pour le jeune. Mais le fait de les mettre ensemble, de les concilier, de faire en sorte qu'ils puissent se parler, collaborer, et avec ce capital, collaboration, parce que c'est des collaborateurs, s'ils le sentent réellement, ils vont produire. Okay. Alors le prétexte, c'est peut-être la crise sanitaire. On a dit, et les médecins avec, ont tous conclu à la nécessité de préserver justement les gens du troisième âge, parce que c'est la cible potentielle du coronavirus. Comment avez-vous vécu cela? Et aussi, est-ce que la stratégie qui a été préconisée pour vous préserver a été une stratégie opérante? Bon, en fait, là, ce qu'il faut tout simplement regretter, c'est que les seniors ou les retraités n'ont pas été associés à cette stratégie de sensibilisation. Et comme la pandémie a surpris tout le monde, eux aussi, ils ont vécu cette situation douloureuse comme toutes les générations. Et en fait, la hantise du corona leur a permis peut-être de se ressaisir et de se reconstituer. Des gens comme moi et d'autres, parce que j'ai eu à discuter avec certaines personnes sur la question, mais il y a un fait fondamental dans notre société, c'est qu'il y a une complicité entre le grand-parent et le petit-fils. Et on ne peut pas les écarter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous prenez les jeunes, l'adulte, il va se dire, moi je vais éviter les jeunes. Mais il lui sera difficile d'éviter son petit-fils. Au point que, aujourd'hui, les retraités se sont dit, mais il faut, puisqu'on doit collaborer avec ses petits-fils, mais il faut qu'on les sensibilise pour qu'ils n'encourent pas de risque de venir nous contaminer. Parce que les seniors, les retraités, ils ont droit à une vie, ils ont droit à la santé, ils ont droit à être actifs. Mais ils ont le droit aussi, comme nos ancêtres nous l'ont légué, ils ont le droit de s'associer et de transmettre cette école des parents à leurs fils et à leurs petits-fils. Et d'autant que vous avez encore un pouvoir d'achat qui est très déterminant dans les foyers. Quand on voit que la plupart des jeunes sont un peu dans le désœuvrement, donc les rentes de situation des retraités servent un peu quand même à alimenter la famille et peut-être à restaurer les équilibres. Effectivement, c'est dans la plupart des familles. Nous avons eu à mener des enquêtes dans les années 98-2000 au niveau des habitations des premiers fonctionnaires. Et on s'était rendu compte que c'est le retraité lui-même qui prenait en charge cette économie familiale. Ouais. Et c'est difficile parce que la pension est déjà modique. Et il est difficile pour le travailleur sénégalais qui subit le travail, il lui est difficile d'amorcer ce virage, pour aller vers une retraite paisible. Il est difficile, pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat du salarié est très faible. Et si le salarié, son pouvoir d'achat est faible, ça veut dire que la pension aussi, le pouvoir d'achat de la pension va être absolument faible. De sorte que
les gens sont aujourd'hui dans une situation où ils sont obligés de poursuivre leurs activités ou d'en créer d'autres, ou de se reconvertir, bon, quitte à peut-être alléger ce qu'ils étaient en train de faire. Et à ce moment précis, ils vont continuer de chercher, malgré la rente, D'accord. Ils vont aller chercher des revenus. Oui, un double impact. Comment concrètement vous arrivez à y faire face? Je dis double impact parce que du point de vue de la santé, il faudra faire attention, mais vous êtes impacté aussi au plan économique. Au plan économique, effectivement, comme vous venez de le dire, le salarié lui-même, il est impacté. Oui. Covidé, il l'est plus. Le retraité est doublement impacté parce qu'il a perdu sa pension, donc il a basculé vers la pauvreté. Même avec la retraite complémentaire, je souhaiterais même qu'on fasse des études pour ça, parce que je crois que ce qui est cotisé ne permet pas d'augmenter substantiellement cette pension-là avec la retraite complémentaire. Et si on mène des études là-dessus, peut-être on y verra de plus clair. Est-ce que le plan Covid a pensé à vous? Non du tout, on ne nous a pas associés et on a vécu, on a été victime de cette situation-là où on a vu que les hôpitaux, les services de santé n'étaient plus fréquentés. Il y a eu une rupture de médicaments et en fonction de ces situations-là, évidemment, les retraités, parce que pour la plupart, ils ont une comorbidité, c'est des gens qui souffrent de diabète, d'hypertension. Ces médicaments étant en rupture, ils ont eu effectivement, ils ont vécu l'angoisse. J'ai envie de jeter une pierre avec vous dans le jardin donc, de l'IPRES. Qu'est-ce que cette institution honorable fait pour au moins justement son univers, de son périmètre d'activité? Est-ce que l'IPRES pèse dans les décisions qui sont prises dans les instances nationales pour au moins que les revenus soient indexés sur justement le coût de la vie, par exemple? Bon, peut-être pas trop. Quand les salaires ont des problèmes, les pensions subissent d'autres problèmes encore plus graves. Ouais. C'est vrai qu'avec la modicité des pensions de l'IPRES, l'État a fait des efforts jusqu'à concurrence de 50%. Mais pour les retraités de la fonction publique, pratiquement, ça n'a pas été le cas. Au point que, aujourd'hui, les pensions que nous recevons, c'est des pensions extrêmement modiques. Et face au coût de la vie, évidemment, il faut vivre cette affaire-là pour la comprendre. C'est ce qui fait justement que les gens vont s'adonner à d'autres activités d'élevage, d'agriculture ou autre chose. Et même mieux, Mamoudou, dans les pays riverains, notamment le Mali, le Burkina Faso et dans une moindre mesure le Niger, ils puisent dans les seniors sénégalais pour pouvoir peut-être alimenter un peu leur système de production et de préconisation des stratégies de développement dans le pays. Si vous allez à Niamey, si vous allez à Bamako ou bien à Ouagadougou, vous rencontrez beaucoup de Sénégalais, des anciens, qui ont fait le beau jour à Dakar et maintenant qui se convertissent. C'est une filière tentante ou quoi? Et là, je confirme ce que vous êtes en train de dire, mais pour élargir l'assiette, pour vous dire tout simplement que la plupart des retraités sénégalais qui sont laissés en rade par le système sénégalais évoluent ailleurs, dans d'autres administrations ou dans d'autres gouvernements. Ils ont une percée parce qu'avec leur expertise, ils parviennent quand même à participer au développement de ces pays-là. Ce n'est pas le Mali seulement, il y a d'autres pays aussi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État sénégalais devrait au moins capitaliser ces personnes-là et les réinscrire dans le dispositif des ressources humaines. Parce qu'on en a réellement besoin. C'est des expériences, des compétences qui partent, nous les perdons à notre détriment et au profit d'autres nations. L'État devrait au moins repenser ces questions-là. Tout à fait. On peut dire pour terminer que l'avenir appartient aux seniors? Peut-être pas. Je dirais que l'avenir appartient à tout le monde. Comme je viens de le dire, le jeune a besoin des seniors. Dans Amkoulel, Amadou Ampateba disait, si vous rencontrez un vieillard, respectez-le et posez-lui une question. Ça veut dire que s'ils cheminent ensemble, le jeune va apprendre de l'adulte, du senior, et je viens de le dire, toutes les sociétés, pour fonctionner correctement, ont besoin de toutes les générations. Comme quoi, il ne faut pas retirer d'Amadou Ampateba que cette fameuse déclaration, quand un vieillard en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Rencontrez un vieillard, posez-lui la question.
On préfère retenir cela. Voilà, on préfère cela. Oui, mais on prend les deux. On prend les deux. Et il faut les deux pour faire un monde. Il y a une vie après la retraite. Effectivement. Merci, M. Mariou. Je vous remercie, M. Et merci, Mamadou Ndiaye, pour cet entretien. Merci. Merci, M. Ndiaye. Après avoir fait le tour des ethnies sénégalaises et leur immense richesse culturelle, Bouillon Culture vous livre ce soir le bilan de santé très préoccupant du monde culturel 6 mois après l'épidémie du coronavirus dans notre pays. Du côté du Théâtre national Daniel Sorano, par exemple, un des temples de la culture sénégalaise, une perte sèche de 50 millions de nos francs est enregistrée. Plus de spectacles, plus de sorties pour les différentes troupes. Les artistes photographes ne sont pas épargnés par la Covid. Boubacar Dieng nous en parle en compagnie de Seydina Mbaye et Seleman Diallo. Il est partout, dans toutes les sauces, sur toutes les lèvres. Le coronavirus infecte tous les secteurs d'activité. Le monde de la culture ne fait pas l'exception. Ce jeune homme est artiste photographe. Depuis 6 mois, il n'arrive plus à rien à cause de la Covid-19. Ses voyages, les expositions, tout est annulé. La pandémie de la Covid-19 a pas mal impacté notre travail, surtout moi en tant qu'artiste photographe, car normalement je devrais faire des expositions et aussi voyager pour exposer à l'extérieur. Donc, et cela a trop impacté notre travail en tant qu'artiste. Aucun son dans cette salle de spectacle. Nous sommes au Théâtre national Daniel Sorano. Ici, les salles vides sont devenues la norme. Seuls quelques événements se tiennent dans le hall, comme c'est le cas avec cette cérémonie de dédicace de livres. Tout se fait dans le respect des mesures barrières. Est-ce qu'ils ne pensaient pas qu'en août ou septembre, il n'y aurait plus de coronavirus et que comme ça... Ce symbole de l'histoire culturelle du Sénégal a enregistré un manque à gagner estimé à 50 millions de francs CFA. L'évaluation qu'on a fait vers le mois de juillet était estimée à une perte de 50 millions, un peu plus de 50 millions. Et comme vous le savez, le théâtre, c'est un établissement public de l'État qui fonctionne sur la base de la subvention de l'État, mais également des ressources internes. C'est ce qui fait fonctionner parce que nous avons des entités, nous avons des comédiens, des artistes, des instrumentistes, un personnel administratif. À la fois, on a des permanents, des contractuels et des saisonniers. Et il fallait les prendre en charge. Et comme l'avait demandé le président de la République, il fallait préserver les emplois. Donc c'est difficilement que nous fonctionnons. Et n'eût été même la subvention de l'État qui continue en tout cas à nous parvenir, on aurait dû quand même avoir des difficultés à maintenir les emplois et à continuer à payer le personnel. Faute des griffes, on se contente des merles. Hussienne s'en sort avec les quelques projets qu'il réalise avec des ONG, en plus des aides venues de la SODAV et de la Biennale. La Biennale avait lancé un appel à candidature. Donc c'est sur cette base que j'ai candidaté pour pouvoir reçu cette somme. Donc il y en a des artistes qui ont reçu pas mal d'argent et cela c'est les artistes qui ont été acceptés. Les artistes auxquels on n'a pas accepté leur candidature, eux aussi on les a financés. Voilà. Et aussi la SODAV aussi a pas mal contribué à l'aide de ces artistes, donc sur une somme à hauteur de 120 000. Au Théâtre national Daniel Sorano, l'on se prépare à l'adaptation pour réanimer l'âme de ce joyau. Bien entendu, on ne peut pas continuer à fermer les salles de spectacle, les lieux de rassemblement. Il faudrait qu'on commence à réfléchir comment s'adapter. Donc je pense que déjà cette réflexion est en train d'être faite. Par exemple, chez nous, on a repris les répétitions avec les troupes, bien sûr avec le respect des gestes barrières, avec les mesures qu'il faille faire accompagner. Mais au-delà, je pense que la réflexion prospective, c'est d'aller vers l'ouverture des salles, mais bien entendu avec le respect de la distanciation. Par exemple, une salle comme Sorano qui prend 1200, justement, donc de pouvoir réduire à 500 pour respecter la distanciation physique, mais également rendre obligatoire le port des masques pour l'ensemble des spectateurs et essayer véritablement de faire fonctionner. Parce que sinon, comme l'avait indiqué le chef de l'État, à côté de l'impact
sanitaire, nous risquons en tout cas d'aller vers un impact économique et financier et qui ne va pas nous laisser en tout cas peut-être indemnes. Ces deux images parlent d'elles-mêmes. Une salle de spectacle avec des chaises vides et un tableau montrant un individu suspendu dans les airs entre deux lieux, des symboles du tableau sombre que la Covid-19 laisse au monde de la culture. Boubacar Dieng, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. On peut dire que c'est toute une chaîne de valeur de la culture qui est impactée par la Covid, n'est-ce pas? Effectivement, parce que la Covid, comme vous le savez, n'épargne aucun secteur d'activité. De ce fait, le secteur de la culture aussi est impacté gravement même, parce que déjà avec les spectacles, avec les concerts et autres, il y avait des publicités qui étaient faites par les télés, les radios, de même que les affiches. Avec cette chaîne-là, donc tout est rompu à cause de la Covid-19. Et quand c'est rompu, il y a des gens qui risquent de se retrouver au chômage ou bien qui auront un manque de revenus. Donc ce sont des pertes considérables qui ont été faites par la Covid-19 dans le monde de la culture. Et l'État dans tout ça? L'État a appuyé comme il a fait avec beaucoup d'autres secteurs d'activité. L'État a appuyé à hauteur de 3 milliards de francs CFA. 3 milliards pour tout le monde de la culture sénégalaise. De ce fait, il y a des gens qui ont reçu 126 000 plus tôt, comme c'est le cas avec Khalifa Hussein, le photographe. Donc 126 000, bon, ce n'est rien. C'est une somme insignifiante comparée à ce que les gens gagnaient chaque mois ou bien le semestre. Donc 6 mois de Covid-19, 126 000. Est-ce que ces 126 000-là peuvent régler le problème de ces gens-là? Il y a des artistes qui ont des familles. Il y en a il y avait des projets qui devaient voyager mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'il y a la Covid qui est là. Il y a des frontières qui sont fermées, les spectacles. Donc tout ça est bloqué. Et de ce fait, comme l'a dit le secrétaire général du Théâtre national, Daniel Sorano, il faudrait penser à rouvrir ces salles-là, à reprendre les activités, parce que la culture ne peut pas rester, comment dirais-je, cloîtrée quelque part à cause de la Covid. Déjà, les marchés sont ouverts, donc les transports en commun, les gens commencent à faire leurs activités comme il le fallait. Mais si on fait tout ça avec le respect des mesures barrières, peut-être des salles qui prenaient 1200, on prend 500 ou bien 600 places. Avec le respect des mesures barrières, je pense que tout cela est faisable. Et avec ça aussi, la culture va reprendre sa vie. Et surtout que la culture, ou en tout cas l'art, est souvent inspiré par la crise. Voilà, c'est pendant les périodes de crise qu'on voit qu'il y a beaucoup de créativité chez les artistes. Ça les inspire beaucoup, la crise, parce qu'il y a beaucoup de temps libre aussi, donc les gens peuvent se concentrer, travailler normalement comme il le faut et faire de belles œuvres donc, qui seront admirées par tout le monde, aussi bien au Sénégal qu'à l'extérieur. Mais je pense que maintenant, il faudrait reprendre les activités dans le monde de la culture pour le bien-être de ces acteurs-là qui, pour la plupart, sont en train de vivre un calvaire actuellement. Merci Boubacar Dieng. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre Bouillon Culture. Inch'Allah. Le trait culturel Boubacar Dieng, une très Le diplomate, il n'en est pas un, puisqu'il s'agit du député maire de Keur Massar. Nous l'avons en ligne pour parler de ces inondations dans sa commune. Bonsoir, monsieur le maire, Moustapha Mbengue. Bonsoir, Mamadou Ibrakan. Alors, comment peut-on expliquer que votre commune soit très affectée par les inondations? Oui, aujourd'hui, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler aux téléspectateurs qui nous suivent à travers votre chaîne. Et j'exprime aussi toute ma solidarité aux sinistrés de la commune de Keur Massar, aux sinistrés du Sénégal et dans le monde. Et je présente aussi mes condoléances à ceux qui ont perdu la vie sur ces inondations et féliciter l'État du Sénégal et tous les services techniques de l'État qui sont depuis le début des inondations sur le terrain pour apporter assistance à ces sinistrés. Aujourd'hui, nous sommes à Keur Massar. Keur Massar, une commune qui de 26 km², et une commune qui a 140 quartiers, qui subit des inondations actuellement dans plus de 140, nous avons plus de 140 quartiers et plus de 100 quartiers aujourd'hui sont inondés, sont dans les eaux. Pourquoi? Comment on peut l'expliquer?
Oui, l'explication, c'est que nous sommes à Kermassar, là, dans la zone des Niayes, actuellement, avec une démographie très galopante. Les gens ont occupé les terrains, mais aujourd'hui, il n'y a pas de canalisation dans notre commune. Maintenant, l'État du Sénégal a programmé PROJECT qui est un projet de gestion des eaux pluviales, qui vient pour faire ses travaux au niveau de la commune de Kermassar en 3 phases. La première phase est achevée. Aujourd'hui, là-bas, il n'y a plus d'inondation. Et la première phase consiste que plus de 20 quartiers tout simplement. Les autres quartiers n'ont pas accès aujourd'hui à ces travaux parce qu'il reste une deuxième phase et une troisième phase. Oui, c'est monsieur le maire, vous dites... qui sont inondés aujourd'hui. Maintenant, l'État est venu à la rescousse avec des motopompes pour essayer de sortir l'eau dans ces quartiers. Oui, mais avant d'arriver aux motopompes, monsieur le maire, vous dites qu'il n'y a pas de canalisation à Kermassar. En tout cas, dans une bonne partie, c'est quand même étonnant. Mais qui a construit, qui a réalisé ces constructions, ces habitations? Chacun s'est débrouillé ou il y a une société de la place qui a fait les constructions? Oui, il y a des concessions qui ont été réalisées par la SNHLM. Parce que là où vous voyez les images que vous voyez avec les Zodiacs, c'est un lotissement de la SNHLM, c'est des parcelles assainies. Si vous entendez parcelles assainies, vous entendez... Ça doit être assaini, ça doit être canalisé. Oui, c'est des parcelles qui ne sont pas assainies. Et il y a aussi le plan Djahaï, c'est des gens recasés qui étaient dans les inondations du temps de Ablaye Wade qu'on a amené ici pour les recaser. Et il n'y a pas de canalisation aussi. Mais c'est quand même des structures de l'État qui ont réalisé cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est des structures de l'État. Maintenant, les parcelles assainies, maintenant, les populations portaient plainte les parcelles assainies parce que c'est eux qui devaient faire l'assainissement et ne l'ont pas fait. Et vous êtes solidaire à ces populations? Oui, je suis solidaire à ces populations, mais l'État du Sénégal aussi a programmé des canalisations avec le projet au niveau de ces parcelles assainies aussi. Maintenant, l'appel que nous lançons à l'État, après l'hivernage, il faut que l'État accélère le projet pour canaliser toute la commune de Kermassar pour qu'il n'y ait plus d'inondation. Alors, vous êtes en train de vivre une situation difficile, j'imagine. Est-ce qu'il y a un impact visible déjà des mesures d'urgence annoncées par le gouvernement? Oui, ça peut être, on ne peut pas aller loin sur ces impacts visibles, mais actuellement, il y a des mesures que nous avons prises avec l'État du Sénégal parce que nous avons un site de recasement au niveau des parcelles assainies de l'unité 14. Donc, les gens qui sont dans les eaux, on les amène dans ces sites-là pour les recaser là-bas. L'autre solution, c'est les moyens que l'État nous a donnés. L'État a amené beaucoup de moyens de motopompes de 800, de motopompes de 1000, avec beaucoup de flexibles. Actuellement, les sapeurs-pompiers, en collaboration avec les agents de la mairie, sont sur place, nuit et jour, en train de pomper l'eau. Donc, c'est ça, ces deux mesures que l'État a prises. À part cela, peut-être les 10 milliards que le président a annoncé, les 7 milliards pour les matériaux, les motopompes, et aussi les agents qui sont sur le terrain. Et les 3 milliards, peut-être, c'est ce qu'on va envoyer aux sinistrés pour les appuyer. Donc, c'est ces mesures-là qui sont visibles actuellement sur place. Ce qu'on voit, et ces images-là, en tout cas, peuvent en témoigner, c'est des habitants qui utilisent des embarcations de fortune pour traverser les eaux. Une vie très, très difficile. C'est des images qui sont toujours d'actualité, là-bas à Kermassar? Oui, ils sont toujours d'actualité, mais je pense que le dispositif que nous avons mis en place à Camille Basse, d'ici quelques jours, si ce dispositif continue, d'ici quelques jours, je crois que l'eau va baisser. Très bien. Parce que l'eau a commencé à baisser, mais on ne peut pas le constater là où c'est plus profond. Mais si vous allez là où c'est plus haut, vous voyez que l'eau a commencé à baisser. Très bien. On verra ce que ça va donner à la longue. Une dernière question, monsieur le maire. Si je comprends bien, vous êtes aussi député. L'Assemblée nationale va se pencher sur cette question des inondations mardi. Qu'attendez-vous de cette rencontre, de cette réunion de l'Assemblée nationale?
Oui, je crois que le mardi, nous allons, parce que le président a décrété 10 milliards pour secourir les sinistrés sur les inondations, mais c'est l'Assemblée nationale qui peut donner ordre au président de la République d'exécuter ces 10 milliards. Maintenant, nous, en tant que députés, nous allons examiner cela pour voir est-ce qu'on va donner l'ordre au président de la République de sortir 10 milliards ou bien de sortir 20 milliards ou 30 milliards. Moi, à mon avis, en tant que député qui est dans les inondations, je pense que 10 milliards, c'est petit pour vraiment sortir les eaux au niveau du Sénégal tout entier. Ah oui, vous tablez sur combien? En tout cas, demain, on verra. En tout cas, je suis en train de discuter avec mes conseillers techniques. On travaille sur ça jusqu'à mardi pour voir le montant que je vais proposer, Inch'Allah. À combien vous l'estimez déjà au niveau de Keur Massar? À Keur Massar, je pense qu'ici, avec 10 milliards, c'est possible à Keur Massar, mais les inondations, ce n'est pas Keur Massar tout simplement. 10 milliards, c'est tout le Sénégal. 10 milliards pour la seule commune de Keur Massar. Oui, bien sûr, parce que nous avons une commune qui a la taille d'un département. N'oubliez pas que Keur Massar fait 2 fois Guédiawaye qui est de 12 km². Nous sommes à 26 km², 140 quartiers et plus de 600 000 habitants. Oui, il faudra quand même faire aussi le point des autres milliards déjà investis, non, monsieur le député? Oui, bien sûr. C'est pour cela que je vous dis que nous, actuellement, présentement, nous sommes en réunion pour ça. Et la réunion n'est pas encore achevée. J'ai arrêté la réunion pour donner mon impression par rapport à votre émission. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous vous laissons poursuivre donc votre réunion. Je rappelle que nous avions en direct le maire de Keur Massar, Moustapha Mbeng. Ailleurs, ça se passe en Côte d'Ivoire, mais cela se discute ici, à Dakar, au Sénégal. La décision du président ivoirien Alassane Ouattara de briguer un 3e mandat suscite débat chez ses compatriotes vivant dans notre pays. Si certains appellent à dialoguer avec l'opposition, d'autres souhaitent la paix dans leur pays, tout simplement. Dakar est ainsi à l'heure d'Abidjan. Reportage Adamassar, Moustapha Gueye. La candidature de Addo pour un 3e mandat ne laisse pas indifférents ses compatriotes vivant au Sénégal. Loin de leur pays d'origine, ces Ivoiriens se prononcent sur la question. Concernant le 3e mandat du président Alassane Ouattara, bon, je pense qu'au début, qu'il avait dit qu'il n'allait pas faire un 3e mandat. Oui, parce qu'il avait désigné M. Mamadou Gon Coulibaly en tant que son représentant du présidentiel 2020. Bon, comme tout ce que Dieu fait, bon, Dieu a rappelé ce dernier. Et après, il a décidé maintenant de se représenter. Bon, il y a d'autres qui ont aimé, il y a d'autres qui n'ont pas aimé. Bon, en tant qu'Ivoirien, je pense qu'on peut lui laisser ce 3e mandat. S'il peut le faire, qu'il le fasse. Cependant, Waboua Savané appelle le président Ouattara à dialoguer avec l'opposition. En même temps, il doit comment on appelle ça? Il doit voir les autres partis, s'entretenir avec eux pour avoir un accord. Voilà. Et avec cet accord, il peut y avoir des discussions fiables pour tous les partis de la Côte d'Ivoire. Blandine Ndri est restauratrice. Tout ce qu'elle souhaite, c'est la paix dans son pays. Moi, je veux que la paix. Je ne veux pas de problèmes là-bas parce que, au fait, entre les présidents, il n'y a pas de problème, mais c'est les institutions qu'on tue cadeau. Moi, je ne veux pas des histoires, une palabres. C'est que je suis. Moi, je ne sais pas. Tout ça est dans la main des autorités qui décident. Alassane Dramane Ouattara avait dit qu'il ne briguerait pas un 3e mandat. Aujourd'hui, il revient sur sa décision et installe le doute chez beaucoup de ses compatriotes. La vie d'une sinistrée, ITV vous donne l'occasion de découvrir ce que c'est que véritablement. Mariama Bop a été chassée par les eaux de chez elle. La pauvre est obligée de vivre
avec sa famille à la Belle Étoile, sous un abri de fortune. Fatiguée et désemparée, la brave dame n'espère qu'une chose, que l'État trouve une solution au plus vite. Mamadou Lamine Fati s'est rendu auprès de cette famille. Les fortes pluies survenues dernièrement ont occasionné des dégâts collatéraux incommensurables dans beaucoup de localités de la banlieue. Nous sommes aux Parcelles Assainies unité 2, c'est dans la commune de Keur Massar, où vit Mariama Bob et sa famille. Avec ces précipitations enregistrées, tous les membres de sa famille sont contraints de dormir à la Belle Étoile. Nous sommes fatigués et désemparés à cause des fortes pluies. On entendait juste les autres souffrir des inondations. Et quand on a été impacté, on a réalisé ce que ça représente. On ne savait pas où aller. Vous avez visité la maison. Vous avez constaté l'état de l'eau. Toutes les chambres ont été envoyées par les eaux. Actuellement, nous habitons sur la terrasse avec toute la famille, sous une bâche. C'est difficile. On appréhende la prochaine pluie. On ne sait quand et ça nous angoisse. Si les autorités d'abord nous débarrassent des eaux, en attendant toute chose, ça irait mieux. Du haut de ses 50 ans, la dame se déplace difficilement. Les grandes artères de la commune sont inondées et les routes impraticables. Nous sommes à l'air libre avec les moustiques, les cafards. Difficile de dormir de jour comme de nuit. Regardez, tous nos affaires sont éparpillées. Le courant a été coupé, l'eau du robinet, même chose. Il faut aller chercher de l'eau ailleurs avec les bidons. Nous ne pouvons même plus nous déplacer. Toutes nos courses sont effectuées par le cadet de la famille. Nous lui faisons une liste pour le marché. Nos déplacements sont limités. Ces enfants sont les principales victimes de ces inondations. Ils souffrent beaucoup de cette situation. Les enfants sont les plus impactés. Vous savez qu'un enfant a besoin d'espace et bouge tout le temps. C'est difficile de les gérer dans ces conditions. Très remontée, elle fustige le mutisme des autorités locales et demande de l'aide à l'État. On demande au président Macky Sall et à ses collaborateurs de nous venir en aide. Il faut qu'il nous enlève ces eaux. C'est notre priorité. La suite, on verra. La famille Bob et tant d'autres vivent dans le désespoir avec des lendemains incertains. Les inondations ont bouleversé la vie quotidienne de la dame Mariama, qui espère tout simplement ne plus vivre une telle situation. La chèvre, sa petite barbichette et son bêlement si particulier, on en trouve beaucoup dans notre pays et pourtant elle n'est pas de chez nous. Seulement, sa facilité d'élevage rend aisée son adoption par les Sénégalais. Cette semaine, Kessendour nous fait découvrir le quotidien de cet animal moins apprécié que le mouton, mais réputé plus malin. Il y a des quartiers de Dakar où les chèvres ont pris leurs aises. Souvent sur les trottoirs, parfois sur les routes, elles se promènent à la recherche d'un coin d'ombre ou de quelques herbes abroutées. Si les voitures doivent parfois slalomer afin de ne pas les heurter, c'est parce qu'elles sont rarement attachées. Contrairement aux moutons, elles sont autonomes et retrouvent parfaitement leur chemin. Facile à élever, la seule contrainte les concernant, pour les fidéliser, il faut les nourrir correctement. Herbivores de nature, elles sont souvent utilisées comme désherbants naturels dans les campagnes. Et pour celles qui sont en ville, elles se sont parfaitement adaptées à l'homme ainsi qu'à ses habitudes. 3 repas par jour. Ils font 3 repas par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Là, vous avez un mélange de son de riz, des graines et de la poudre de maïs mélangée avec du sel. Certains leur donnent le reste de riz. S'ils sont habitués, ça ne leur cause aucun problème. S'ils ne le sont pas, ça peut leur tuer.
C'est une question d'adaptation. Domestiquée depuis le 8e millénaire avant Jésus-Christ, il n'en reste pas moins que la chèvre demeure méfiante à l'égard à la fois de l'homme et des autres animaux. Son agilité lui permet d'ailleurs de fuir rapidement si on l'approche de trop près, et son bêlement est un excellent système d'alarme. Entre congénères en revanche, c'est une toute autre histoire. Ce mammifère de la famille des bovidés mène une existence plutôt grégaire et pacifique. Il n'y a qu'en période d'accouplement que certains affrontements peuvent survenir. Et pour cause, que ce soit les boucs vis-à-vis des femelles ou les femelles vis-à-vis des chevreaux, nos chèvres sont très protectrices. En général, s'ils se battent, c'est parce qu'il y a une femelle en chaleur dans l'enclos. Ils se battent en se donnant des coups de corne et de facto, celui qui gagne devient le mâle dominant. Les femelles sont très protecteurs et s'occupent bien de leurs chevreaux. Quel que soit le nombre de chèvres dans l'enclos, ils n'hésitent pas à prendre bien soin de leurs petits. Si les chèvres sont si protectrices, c'est parce que les petits sont totalement inoffensifs. À la naissance, leur taille et leur absence de cornes les rendent très vulnérables. De même que leur santé fragile, tout particulièrement lorsqu'elles sont élevées en ville et donc en dehors de leur habitat naturel. À la naissance, les chevreaux se lèvent au bout de 30 minutes. S'ils ne le font pas, c'est parce que quelque chose ne va pas. Que le petit manque de calcium par exemple. Mais si la mère l'allaite, le problème sera réglé en 3 jours et le petit va se fortifier. Si le chevreau pleure, c'est parce qu'il y a bien quelque chose. Soit on l'a tapé, soit il a faim ou il a soif. C'est comme les bébés. Si votre enfant pleure, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au Sénégal, les chèvres que l'on trouve sont des spécimens de boucherie entretenus principalement pour leur viande ou à la rigueur pour leur cuir. De fait, on peut en trouver pesant jusqu'à 80 kg. Mais dans le monde, ces usages sont plus diversifiés. Laiterie, lainage, désherbage, maroquinerie, décoration. L'homme a trouvé à chaque organe, à chaque membre, une utilité bien particulière. La chèvre qui refuse d'arriver avec ses bêlements, Kessendour est là. Bon, on va voir au cours de l'entretien si... Alors, vous êtes allé à la découverte de la chèvre. Oui, tout à fait. Donc, on en trouve pas mal dans les rues de la capitale, à Dakar. Tout simplement, déjà, parce qu'elles sont réputées pour être très, très malines. Donc, par conséquent, pas besoin de les attacher. Les moutons, souvent, on les trouve avec leurs propriétaires. On les voit qui les emmènent se baigner ou autre. Pour le cas de la chèvre, elle a l'habitude de rentrer là où on lui donne à manger. Donc, par conséquent, pas besoin de l'attacher, ce qui fait que parfois, ça peut occasionner quelques désagréments, notamment avec la circulation. On peut les voir errer sur le bord des routes, bon, au plus grand dam des automobilistes. Mais c'est une des raisons pour laquelle on en trouve autant dans nos capitales. Elles sont réputées extrêmement malines et il faut savoir qu'on peut les dresser comme un chien. Oui. Oui, tout à fait. Dans une maison, si on l'habitue à vivre avec des humains, avec d'autres animaux, elle est extrêmement sociable, même si elle reste, les gens diront qu'elle est un petit peu plus peureuse que le mouton, mais elle peut très bien être élevée à la manière d'un chien. On peut lui apprendre à aller dans telle direction, on peut lui donner des directives qu'elle retiendra par la suite. Donc ça la rend également un peu plus taquine. On a vu des chèvres rentrer parfois dans des cours de maison et aller manger le riz que des ménagères avaient mis des heures et des heures à préparer. Et c'est tout simplement parce qu'elles savent reconnaître et savent également fuir quand l'homme arrive. Alors oui, on peut dire qu'on peut trouver ça malin, drôle, moins drôle pour d'autres, mais en tout cas, il faut savoir que c'est un animal qui a d'énormes capacités d'apprentissage et de reconnaissance. Je ne sais pas si vous avez cherché à comprendre pourquoi cette barbichette, pourquoi ces bêlements. Alors les bêlements, tous les animaux ont leur cri un petit peu particulier. La barbichette, on la retrouve à peu près dans toutes les espèces. On peut supposer que c'est parce qu'au départ, c'est un animal dit plutôt des montagnes.
Donc on n'en trouve pas au Sénégal à l'état naturel parce qu'on a très peu de relief. Mais par contre, dans d'autres contrées africaines, européennes ou asiatiques, on trouve énormément de chèvres. Et bon, je dirais qu'avec le temps, bon, ça fait partie du décor. On connaît l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Ouais, il faut savoir aussi que la chèvre a 2 glandes. Par contre, sous le menton, qui, elles, n'ont aucune utilité, qui sont faites d'un cartilage un petit peu particulier, mais encore une fois, ça fait partie des particularités de cet animal. On a tous nos petites bizarreries, et ben ça fait partie des siennes. Alors, au Sénégal, ce sont des bêtes d'élevage, on les a donc importées. D'où viennent-elles, ces chèvres? Eh bien, tout à fait, c'est ce que je vous disais. C'est un animal qui a une très grande facilité à grimper. Notamment pour trouver de la nourriture, pour se rendre dans les différents pâturages. Bien entendu, de ce fait, on en trouve plus facilement dans les endroits où il y a de l'herbe ou des herbes hautes, principalement une végétation relativement dense. On s'en sert notamment comme de désherbant biologique, je dirais. Tous les gens qui vivent dans les campagnes ont eu l'occasion d'aller chez l'éleveur du coin pour prendre la chèvre, pour venir désherber, parfois avant de planter. Donc de manière générale, on en trouve dans les régions montagneuses. Et encore une fois, je vous parlais de cette capacité à aller manger un petit peu n'importe où. Il faut savoir que c'est capable de se mettre sur ses pattes arrière pour justement aller manger en hauteur. Donc même s'il n'y a pas des herbes au ras du sol, à partir du moment où il y a de la végétation, on en trouve donc du coup également en Afrique du Sud, vers l'Angola, dans les pays montagneux et de manière générale, dont la flore est plutôt luxuriante. Ce qui exclut par conséquent les zones désertiques de type saharien, sahélien, et donc de ce fait une grande partie du Sénégal qui n'est pas connue pour sa végétation justement luxuriante. Et dans les régions de type comme celle de la Casamance, c'est principalement, je vous le disais, parce que c'est un animal des montagnes, des reliefs, et que le Sénégal est un pays relativement plat. Très bien. Alors, la semaine prochaine, on va découvrir quel autre animal? On va essayer d'aller à la rencontre d'un animal emblématique du Sénégal, mais qu'on n'aime pas tellement, le varan. Je crois qu'on l'aime pas tellement déjà parce que c'est pas très esthétique, que ça nous fait peur, que ça ressemble à un gros lézard. Mais en tout cas, c'est un symbole dans pas mal de pays, pas seulement au Sénégal. Et on en trouve notamment sur nos côtes. C'est un animal qui vit dans les rochers, donc on verra si on peut aller en observer quelques-uns. Très bien, rendez-vous est pris pour dimanche prochain. Et puis, on parle de la faune, on pense aussi à la flore, Kessène. Effectivement, parce qu'on a bientôt fait le tour, je crois. On a été chercher un petit peu les animaux aux 4 coins du monde, aux 4 coins du Sénégal aussi. On se rappelle, moi, l'un des animaux qui m'a le plus marqué, je ne sais pas pour vous, mais c'était le pangolin. Parce qu'on ne le connaissait pas, qu'on l'a vu débarquer avec une des plus grandes catastrophes que ce siècle ait connue jusqu'ici. Et donc voilà, c'était l'occasion pour nous tous à la rédaction, pour les téléspectateurs, mais aussi pour l'ensemble des gens du pays, de découvrir un petit peu mieux ces animaux. Mais il y a autre chose qu'on connaît moins, c'est les plantes qui nous entourent. On parle énormément en ce moment de déforestation. L'écologie est au cœur de tous les discours au sein de la société civile, comme auprès de la classe politique. Et on va aller regarder un petit peu ce que ces plantes nous apportent, ce qu'on en a fait au fil du temps, quelles sont leurs utilités, où est-ce qu'il faut les planter, ce qu'elles nous apportent. On nous dit qu'il faut planter des arbres, et peut-être qu'en connaissant un petit peu mieux les caractéristiques, les propriétés de telle ou telle plante, les gens seront plus à même de les planter et de savoir s'en occuper dans leur jardin, sur leur balcon, parce qu'il ne faut pas oublier que les plantes sont également une sorte de désinfectant, je dirais, de manière un peu barbare. Ça permet de purifier nos intérieurs dans certains pays occidentaux dans lesquels ils ont beaucoup étudié ce type de choses parce qu'ils utilisent énormément de produits chimiques dans les maisons. On s'est rendu compte que nos intérieurs étaient extrêmement pollués. Aujourd'hui au Sénégal, on utilise également de plus en plus de vaporisateurs, de sprays. On avait le churaï traditionnel. Tout ça, on va voir ce que les plantes peuvent nous apporter dans nos maisons, dans nos jardins, dans les campagnes, mais aussi en ville. Très bien. Ok, après le varan, ce sera donc le tour des plantes, puisqu'ici à Immédiat, nous adorons la nature grâce à Kessène Ndour.
Merci, bonsoir. Rendez-vous demain, 6h30, Toc Toc. Exactement, avec tous les autres pour vous réveiller en douceur. La toute nouvelle rubrique de la Total Dimanche, regardez. Comment passer une bonne semaine après un bon week-end? Cette nouvelle trouvaille d'ITV est faite pour vous donc, et c'est Ndeye Nancy Diouf qui vous offre ses services. Passer un bon week-end, c'est le rêve de chaque travailleur pour revenir d'aplomb au bureau, à l'usine ou ailleurs. En revanche, la préparation d'une bonne semaine est souvent négligée. La Total Dimanche se propose donc de gérer l'équilibre avec vous-même. Bonsoir Ndeye Nancy. Bonsoir Mamadou, c'est vrai qu'on se préoccupe plus de notre manière de passer un bon week-end en attendant de subir une nouvelle semaine, tel un cercle vicieux, et on en oublie souvent la préparation d'une bonne semaine. Mais le week-end reste aussi une occasion de décompresser. Le docteur Abdoulaye Ndiaye a bien voulu partager avec nous sa méthode. Écoutez-le. Pour préparer une bonne semaine, la plupart du temps, je quitte Dakar pour aller en week-end voir la famille. Et ça, je le fais le plus souvent le vendredi soir pour revenir à Dakar le dimanche soir. Comme je vais voir la famille, la majeure partie du temps, je suis injoignable de par les appels. Et le plus souvent aussi, je ne réponds pas aux mails. Et dès mon retour à Dakar, la première chose à faire, c'est de répondre aux messages manqués, aux appels manqués et aux mails que je n'avais pas répondu. Et le dimanche soir, d'habitude, je me couche très tôt pour préparer le lundi, parce que le lundi, comme vous le savez ici au Sénégal, c'est une journée vraiment chargée. Le lundi représente souvent une journée assez remplie, mais cela ne doit pas vous empêcher pour autant de vous nourrir. Si pour certains c'est le café ou le lait, c'est tout à fait autre chose pour notre médecin. D'habitude, moi, je ne prends pas de café. Je ne prends pas de café, je ne prends pas de lait. Pour mon petit-déj, je fais juste un mélange un cocktail de miel, gingembre et citron que je vais manger accompagné d'une pomme et d'une banane. C'est ça que je prends comme petit-déj. Voilà Mamadou, ceci représente les trucs et astuces de notre médecin afin de passer une excellente semaine. Oui, c'est une chose de démarrer la semaine en forme, mais ça n'est une autre de garder la forme toute la semaine, n'est-ce pas, Ndeye Nancy? Effectivement, il ne faut surtout pas hésiter à prendre des pauses pendant votre travail, puisqu'elles vont vous permettre de remettre à jour votre concentration qui a tendance à baisser au fil des heures. Mais pratiquer aussi une activité physique telle que la natation ou bien le footing, ils font partie des moments de décompression qui vont permettre à votre corps et à votre esprit d'oublier tout ce qui est stress, tout ce qui est pression afin de passer une excellente semaine. Merci Ndeye Nancy, bonne semaine et bonne humeur aussi. Merci Mamadou et à la semaine prochaine. C'est la fin de cette Total Dimanche, votre nouvelle rubrique. Bonne semaine à retrouver dimanche prochain. Reportage sur l'armée tout à l'heure à 21h. Ne le ratez surtout pas avec Hassan Gueye. Il s'agit d'un grand reportage de 52 minutes. Omnisport suivra à 22h. Demain matin, Toc Toc. C'est à 6h30, l'équipe de Boubacar Diallo qui sera très en forme puisque les trucs et astuces sont maintenant connus de Ndeye Nancy Diouf. Et puis à 5h45, ne l'oubliez pas, la matinale de la radio, la première radiovision du Sénégal, Dakar Direct, avec Aïssat Ndiaye Fall et son équipe également. Voilà, c'est tout pour ce soir. Ça méritait d'être vécu, la Total Dimanche. Excellente soirée, à la semaine prochaine.